mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Salut à tous et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Aujourd'hui nous allons parler de l'anime One Punch Man et à travers lui nous allons parler d'une pratique bien connue et sur laquelle vous me demandez très régulièrement de m'exprimer, le Star Talent. Et Orelsan, il est bon? Le Star Talent est, comme son nom l'indique, le fait de confier l'un des rôles de la version française d'un film ou d'une série, souvent d'animation, à une star. Cette star peut être un comédien, mais aussi bien un chanteur, un animateur, un youtubeur, voire même un sportif ou un cuisinier. Ouais. Ils ont foutu Cyril Lignac dans Tempête de boulettes géantes. Contrairement à ce que certains semblent penser, cette pratique ne date pas d'hier. Pas du tout. En 1989, déjà, les studios Disney avaient confié le rôle de Sébastien le Crabe dans La Petite Sirène à Henri Salvador, qui est très loin d'être un acteur. Ils renouvelleront l'expérience maintes et maintes fois avec Jean Reno dans Le Roi Lion, Elise Moon dans Pocahontas, Francis Lalanne dans Le Bossu de Notre-Dame, Patrick Timsit dans Hercule, José Garcia dans Mulan, Valérie Lemercier dans Tarzan, etc. Ouais, enfin, on le fait quand même carrément plus aujourd'hui. C'est vrai, mais ça s'explique notamment par le fait qu'on sort aujourd'hui beaucoup plus de films d'animation. Sérieux? Ah bah oui. Dans les années 90, Disney avait le quasi-monopole des films d'animation au cinéma en France. Aujourd'hui, on a Disney, Pixar, DreamWorks, Blue Sky, Aardman, Sony, Warner, MacGuff et j'en oublie. Beaucoup plus de films, donc beaucoup plus d'occasions de faire du Star Talent. Mais pourquoi on fait du Star Talent? Pour mettre un nom en gros sur l'affiche. C'est une idée assez répandue, mais pourtant, vous savez tous que c'est faux. Si certains studios, comme DreamWorks ou Warner, adorent mettre les noms des stars sur l'affiche, ce n'est pas systématique. Vous pouvez checker l'affiche de Zootopie ou de vice versa, vous trouverez pas le moindre nom. Alors, pourquoi? Eh bien même si ce n'est pas techniquement sur l'affiche, le but recherché est plus ou moins le même, faire la promo du film. Vous l'aurez certainement remarqué, mais aux États-Unis, les acteurs des films d'animation, parfois connus, enchaînent les plateaux télé, les radios, etc. pour faire la promo du film, comme n'importe quelle autre promo de n'importe quel autre film d'ailleurs. Le but du jeu étant de faire parler du film et d'inciter les gens à aller le voir. Quand le film arrive en France ou dans n'importe quel autre pays d'Europe, il faut aussi faire des télés et des radios pour présenter le film à venir, mais inviter des comédiens de doublage pas stars, c'est pas très vendeur et ça fait pas rêver le spectateur. Alors on propose à des stars, parfois comédiens, parfois non, d'interpréter un personnage du film parfois important, parfois non, et d'aller parler du film chez Drucker. Ouais, enfin aujourd'hui les gens regardent plus la télé, regardent plus Drucker, alors pourquoi on fait ça? À l'heure d'internet, est-ce que ça a encore un sens? Oh oui, plus que jamais. Aujourd'hui, on est surinformé en termes de cinéma. Des infos sur tel ou tel projet secret fuitent en permanence, volontairement ou non, on multiplie les trailers, les teasers, bref, aujourd'hui on est abreuvé de tweets, de sites d'actu et il est de plus en plus compliqué d'aller voir un gros film sans rien en savoir avant. Et dans cette course à la news permanente, l'annonce d'une star au casting de la VF, c'est une information de choix. Une info qui va être annoncée, puis amplifiée sur les réseaux sociaux par les fans de la célébrité en question, puis conchiée par une communauté de voxophiles, va y avoir les gens pour, les gens contre, on va faire des vidéos sur le sujet, etc. patin coup fin. Résultat, avant même que la star soit passée chez Drucker, l'info aura fait le tour de l'Hexagone et on aura parlé du film Mission accomplie. Et du coup, Orelsan, il est bon? Mais t'as 2 minutes ou pas? Des Star Talent ratés, il y en a tout un tas, mais il y a aussi des Star Talent réussis. Et pour réussir une Star Talent, il y a selon moi 4 conditions à respecter. Première condition, il faut que le choix de la star soit judicieux et surtout pertinent. Le choix de la star est généralement fait en concertation avec l'équipe marketing du client et le directeur artistique du film. Des noms sont proposés, des essais sont passés, et si tout colle, en avant Guingamp. Mais il s'agit pas de mettre n'importe qui sur n'importe quel rôle. Il faut que le choix soit le fruit d'une réflexion, voire d'une vision artistique du film et du personnage. Par exemple, embaucher Frédéric Bell qui a animé La Minute Blonde sur Canal et a joué plusieurs fois le rôle de Bimbo et Cervelet et lui faire doubler le personnage de Barbie, c'est un choix logique, c'est marrant, c'est pertinent, ça match comme on dit. Pareil, faire doubler le personnage de Edna Mode dans Les Indestructibles qui en VO est joué par un homme, le faire doubler par Amanda Lear en VF, c'est plutôt marrant, c'est rigolo comme choix, ça match, c'est pertinent, et puis c'est un rôle mineur. A l'inverse, mettre Koé pour doubler Jack Black dans Rock Academy, déjà on voit pas le rapport entre Koé et Jack Black, mais alors entre Koé et Jack Black dans Rock Academy, c'est une grosse connerie. Surtout que c'est le rôle principal. Deuxième condition, il faut que la star soit motivée. Ils sont toujours motivés.
C'est vrai, reprenons. Il faut que la star soit motivée par autre chose que l'argent. Bon, attention, je dis pas que le comédien doit avoir une raison profonde et viscérale d'accepter le rôle, et aucun comédien ne travaille gratuitement, aussi bon soit le rôle. Mais au moins qu'il s'éclate. Qu'il soit content d'être là, qu'il aime son personnage, pas comme Koé sur Garfield qui s'est barré avant la fin du doublage. Mais tu te calmes avec Koé? Je me calme si je veux. Troisième condition, Il faut que la star mette son ego de côté. une star qui arrive sur un plateau de doublage, a fortiori si ce n'est pas un comédien, doit accepter le fait, tout césarisé et bankable qu'il soit, qu'il est entouré de gens 1 milliard de fois plus compétents que lui, et qui savent beaucoup mieux que lui comment ça se passe un doublage. Donc il faut que la star accepte de se laisser guider, soit à l'écoute des retours qu'on lui fait, accepte de recommencer une prise si on lui dit qu'elle n'est pas bonne, et surtout il ne faut pas qu'il croie que le doublage c'est facile, sinon on se retrouve avec un Koé incapable de faire une bonne prise. De quoi je parle trop de Koé? Mais il faut le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Koé c'est un enfoiré qui a été payé 100 000 balles pour doubler Garfield et qui a été incapable de pondre un truc correct, qui a rendu fou ses collègues, et le directeur artistique qui enchaînait post-clop sur post-clop en se prenant la tête dans les mains et en se disant bordel de merde, comment je vais réussir à lui faire pondre un truc correct? Koé c'est un mec qui a été payé 100 000 boules pour un film qui a même pas fini. Oui, il s'est barré avant la fin et un tiers du film a été doublé par une match voice, bordel. Excusez-moi, ça fait des années que j'accumule les bruits de couloir sur cette affaire, il fallait que ça sorte. Bon, enfin, quatrième condition. Il faut que la star devienne le personnage et pas l'inverse. Là, on touche un point sensible, surtout quand la star est un humoriste ou quelqu'un qui a une personnalité bien définie qu'il exploite en permanence. C'est le passage casse-gueule et c'est en partie lié à l'ego de la star. Faire du doublage, c'est essayer de transmettre ce que le comédien original a voulu transmettre. C'est se fondre dans un personnage qu'on doit incarner et servir au plus proche possible de l'original. Et le gros risque quand on a une star au casting, c'est qu'elle colle ses mimiques, ses tics, son phrasé et ses catchphrases sur le personnage, le déformant ainsi et le faisant devenir un ersatz de la star qui la double. La star doit s'effacer pour laisser place au personnage. Et les star talents les plus réussis, c'est quand on se dit après le film « Attends, c'était lui sur ce personnage ? Mais franchement, je l'ai pas reconnu du tout !» Un des meilleurs exemples à ce niveau, croyez-le ou non, c'est Franck Dubosc. Franck Dubosc joue le rôle de marin dans Le Monde de Nemo, et je sais qu'avant la remise en lumière de ce doublage avec la sortie du Monde de Dory, les gens ne s'en sont pas tous rendus compte. Et pour cause, Franck Dubosc a parfaitement compris ce qu'on attendait de lui, a fait preuve d'un peu d'humilité et s'est effacé face au personnage. Je me suis dit, est-ce que je garde ma voix à moi? Et puis en même temps, faut s'effacer derrière le personnage, faut pas qu'on se dise, ah, c'est la voix de Franck Dubosc, faut que mon personnage devienne marin, et puis c'est tout. Il faut faire attention aussi, faut pas sortir trop du... Comme je le disais, c'est pas Franck Dubosc, c'est Marin qui parle, c'est le personnage. Donc moi, j'ai pas à ramener mes mots à moi plus que ça. Un tout petit peu, quelques petits changements seulement. Et à l'inverse, certains star talents ont gangréné les VF de certains dessins animés en les rendant cryptiques pour n'importe qui né après les années 2000. Genre dans le film Dinosaure, quand Jamel dit « Laissez passer Zinedine Zidane dit plongeon !» ou alors dans Gang de requins, quand Eric Judor dit T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Attention, ou je tire une balle dans la tête à la main. Dans ces cas précis, la personnalité de la star s'incruste dans le personnage et le déforme. Un gamin qui regarde le film maintenant ne va absolument pas comprendre à quoi il est fait référence. Personne ne bouge, hein. Sinon je tire une balle dans la tête à la main. Et du coup, Orelsan, il est bon ou pas? Oui mais attends, je vais te le dire après. Oh putain, tu fais chier, hein. Moi j'ai cliqué juste pour savoir si Orelsan il était bon, et ça fait 2 heures que j'attends, j'en peux plus. Revenons à Star Talent. Vous l'aurez compris, appeler une star pour doubler un personnage, c'est avant tout de la com. Ça sert à faire parler du film. Venons-en au cas de Kazé et de One Punch Man. En 2016, Kazé annonce la sortie d'un coffret DVD et Blu-ray de la série One Punch Man. Après cette annonce se pose une question. Pourquoi acheter ce DVD? One Punch Man est la série japonaise la plus regardée et la plus téléchargée de 2015. Les VOD de ADN ont tout explosé en termes de chiffres. Le manga chez Kurokawa se vend extrêmement bien et avec internet, cet animé est très vite devenu culte et rentré dans la culture populaire. Du coup, pourquoi on achèterait un DVD d'une série qu'on connaît déjà par cœur? Eh bien comme n'importe quelle autre édition physique de n'importe quelle autre œuvre, si on achète un DVD au lieu de le télécharger, c'est pour sa valeur ajoutée. Un bel objet, des bonus intéressants, une remasterisation, bref, il faut ajouter quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et comme Kazé c'est vraiment pas des champions des bonus DVD, ils ont décidé de valoriser le packaging et la VF en proposant un star talent, à savoir Orelsan. Putain, mais Kazé, ils vont tellement plus t'envoyer de DVD. Bah ça va, c'est pas un secret, c'est de la com de base. Et en plus, c'est absolument pas condamné
condamnable, c'est plutôt sympa comme idée. Orelsan, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un rappeur originaire de Caen qui a décollé il y a une petite dizaine d'années. Il a sorti 2 albums, Perdu d'avance et Le Chant des Sirènes, certifié disque de platine et auréolé de 2 victoires de la musique. En parallèle de sa carrière solo, il a fondé un groupe avec son camarade Gringe, les Casseurs Flotteurs. Leur texte les présente comme 2 trentenaires paumés, chômeurs et un peu feignants. Ce qui est quand même un peu fort de café pour un groupe qui a sorti 2 albums, un film et une série en moins de 3 ans. Bref, Orelsan a donc une image d'artiste fainéant, paumé et chômeur. Il était donc tout à fait indiqué pour interpréter Saitama, le héros de One Punch Man, la série dont on parle aujourd'hui et que je n'ai toujours pas expliqué de quoi ça parlait. Mais c'est vrai ça, de quoi ça parle One Punch Man? One Punch Man est une série animée des studios Madhouse adaptée du manga One Punch Man de Yusuke Murata, lui-même adapté du webcomic One Punch Man dessiné avec les pieds par un type qui s'appelle One, lui-même adapté... Bon ok, j'arrête. One Punch Man raconte l'histoire de Saitama, un jeune chômeur qui décide de profiter honteusement de ses allocs pour s'entraîner sévère jusqu'à devenir l'homme le plus fort du monde, super justicier, capable de terrasser n'importe qui en un seul coup de poing. Problème, il s'emmerde comme un rat mort. Être le plus fort du monde, c'est relou en fait. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Il va croiser la route de Genos, un humain cybernétiquement amélioré qui, ébloui par sa puissance, va devenir son apprenti. Ensemble, ils vont intégrer la Ligue des Héros et se battre contre des menaces toujours plus puissantes et toujours plus impuissantes contre ce blasé de Saitama. Cette série est super cool. On pourrait croire qu'il s'agit juste d'une parodie, mais en fait c'est plus qu'une parodie. L'auteur s'échine à créer un univers cohérent, des discours très solennels, une intrigue très premier degré, autour de super-héros totalement improbables et de Saitama, anti-héros fainéant, qui en soi n'est même pas le personnage principal de sa propre histoire. On voit tous ses camarades héros, notamment Genos, se démener, se déchaîner contre des monstres inspirés parfois d'autres animés, parfois de kaiju, parfois de mecha, parfois de... je ne sais pas. Tout cela en fait un animé à la fois premier et second degré, au ton particulier que je vous conseille absolument. Et Orelsan, il est bon ou pas? J'y viens. Mais commençons par le début. Oh putain! La version française de One Punch Man a été confiée au studio Timeline Factory. Un nom qui cache en réalité pas mal d'anciens du studio One Take, fondé par Thomas Guitare et qui a fermé depuis. Des gens qui sont donc responsables des excellentes VF d'excellents animés comme Kill la Kill et Attack on Titans à l'époque de One Take, et qui aujourd'hui doublent les excellentes VF de Kuroko's Basket, Fairy Tail, Assassination Classroom, Terraform Mars et Yokai Watch. C'est un autre style, mais c'est bien quand même. L'adaptation a été confiée à ni plus ni moins que 8 personnes. Alors autant je peux comprendre d'embaucher 6 personnes pour traduire 50 épisodes d'un coup comme c'était le cas sur Pokémon, autant embaucher 8 personnes pour adapter 12 épisodes et 6 OAV, ça me paraît un peu disproportionné. Bon après il y a une bonne cohérence de groupe, donc c'est pas si grave que ça, mais c'est quand même très étonnant. En tout cas, ce sont tous des gens qui ont déjà travaillé avec les équipes de One Take et de Timeline Factory, notamment sur les différentes séries que j'ai citées tout à l'heure. Dis donc, c'est vachement pratique. Et franchement, leur adaptation est très cool. Vraiment très cool. Il y a 2 trucs que j'aime particulièrement dans cette adaptation. Bon en fait non, il y en a qu'une. La manière dont ils gèrent très bien les 2 tonalités de la série. Les scènes de la vie quotidienne et des petites bagarres entre super-héros sont écrites de manière très orale, mais également moderne. Ça vous ferait mal au derche d'utiliser la porte d'entrée? Ce qui est quelque chose qui, je trouve, manque pas mal à certaines VF d'aujourd'hui, où on peut sentir un côté écrit ou daté. J'en avais notamment parlé dans mon émission sur Death Note. Je viens de récupérer toutes les cassettes. Je vais vous les apporter. Eh ben, pas dans One Punch Man. Les vannes s'enchaînent assez bien, les personnages sont vulgaires, mais pas trop. Les expressions sont plutôt modernes, sans être ni ringardes, ni périmées dans 3 ans, genre de ouf. Les dialogues s'enchaînent assez bien et retranscrivent bien la drôlerie de certaines scènes. On a assez perdu de temps comme ça, les blaireaux. Je suis sympa, je vous laisse une chance de vous excuser. Vous avez déglingué mon plafond et ça se fait pas. Je t'avais sous-estimé. Tu vas goûter à la toute-puissance du roi des fauves. Prépare-toi à connaître les pires... Tu le crois, ça? J'ai réussi à me foutre de la terre dans le froc. Dis donc, tu m'écoutes quand je te parle? Mais les auteurs assurent tout aussi bien dans le 2e ton de la série, le serious business, quand les héros se prennent grave au sérieux. Les discours galvanisants, les attaques solennelles, les flashbacks narratifs, les discussions autour de la force, de ce qu'on en fait, et blablabli, blablabla, bref, tout ce qui agace Saitama dans l'animé, tout ce premier degré trop faux pour être vrai, tout cela sonne
aussi cliché que possible. Et c'est le but, et ça fonctionne très bien. En termes d'inventivité, et notamment sur le nom des héros et des méchants, c'est un festival de n'importe quoi. Je pense que les auteurs ont retranscrit sur papier toute leur frustration de pas avoir été pris sur Pokémon. On a des noms bien débiles, de Craboteur à Cyborgorilla, de Scaravageur au Chauve-Sourire, sérieusement, bordel de merde. Moi et le gang des chauves-sourires. Et puis il y a toute la famille Tank Top qui devient la famille Marcel, avec Tiger Marcel, Black Hole Marcel. Franchement, c'est peut-être un poil franchouillard, mais dans le contexte, ça passe comme une lettre à la poste. Il y a des noms, sérieusement, même dans Yu-Gi-Oh! Ils en auraient pas voulu. C'est génial. Je suis Tuningosaurus Io 649 Mark II. Il y a même un méchant qui ressemble à une menthe religieuse et qui s'appelle Mante le Joli. Mante le Joli, putain! Mante la Jolie, c'est une ville dans les Yvelines, en fait. C'est pour ça. Bref, on sent que les gars se sont bien amusés à écrire des discours super clichés, des joutes verbales à la Camelot et des noms de Pokémon, le tout agrémenté de bonnes références, notamment à la Cité de la Peur. Vipère, ça s'écrit AIRE, pas comme les serpents, ok? Aucun lien, je suis fils unique. Ou encore avec plusieurs évocations comme l'attaque Fulgure au pied, une référence à Goldorak absente de la VO qui elle ne faisait référence à rien du tout. Perso, j'aime bien quand un adaptateur met son petit grain de sel au détour d'une réplique banale. Ça a l'air de t'en toucher une sans faire bouger l'autre. Donc vous l'aurez compris, l'adaptation est d'un très bon calibre. Parlons maintenant des comédiens. Ah, du coup, Ressan. On y vient. La direction artistique a été confiée à Mélanie Anne, une habituée de One Take et de Timeline Factory, puisque déjà directrice des excellentes VF de plusieurs animés cités précédemment, comme Kill la Kill, Fairy Tail ou Attack on Titans. Elle est également comédienne et joue régulièrement dans ses propres productions. Elle joue par exemple Libra dans Fairy Tail, Kanako dans Terraform Mars, et fait régulièrement des voix additionnelles dans ses autres directions. Les comédiens sont de manière générale bien choisis. Les monstres menaçants ont des voix menaçantes, les monstres ridicules ont des voix ridicules, et il y a quelques choix de casting que je trouve particulièrement savoureux, comme Caroline Combe sur Tatsumaki qui je trouve colle très bien. Il y a aussi des comédiens que je suis toujours ravi d'entendre, comme Bogos Masqué, doublé par Martial le Minou alias Roy Mustang, et tout un tas d'autres personnages, Benjamin Pascal qui lui aussi a une voxographie de la taille d'une armoire normande, ou encore Yann Pichon alias Nabeshin, Spike dans Cowboy Bebop. C'est érotique. Ton sexe bouge, il réclame mon pénis. Oh merde, j'avais dit que je le placerais plus cet extrait. Bon, on va pas tous les citer, mais il y a aussi les excellents Julien Châtelet, Marc Bretonnière, Jessie Lambotte, Adrien Solis, Frédéric Soutrel. Bref, tout un tas d'habitués des studios One Take et Timeline Factory. Et c'est peut-être l'un des seuls reproches que je pourrais faire à cette direction artistique. Ça change pas beaucoup d'un animé à l'autre, hein. De plus, ça se sent et ça s'entend, on a une quinzaine de comédiens grand max. Bon, la plupart arrivent très bien à déguiser leur voix, ce qui permet d'aligner les monstres random qui n'apparaissent qu'un épisode 2 à tout casser. Le problème, c'est que ça s'entend pas mal sur les ambiances, les scènes de foule. J'en avais déjà parlé dans l'émission sur Sword Art Online, et j'aurais pu en parler dans l'émission sur Death Note et Beck. Donc j'ai bien l'impression que c'est récurrent sur les doublages d'animés, mais sur des scènes où il devrait y avoir beaucoup de gens en colère, bah on sent bien qu'ils sont pas nombreux dans le studio. Yamero, 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 Yamero. Démission, 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 démission. Bon, après j'avoue, c'est un peu vache de faire ce genre de reproche à un doublage dans la mesure où c'est souvent une question de budget qui permet ou non d'embaucher plus de comédiens. Mais bon, c'est toujours mon petit regret devant une VF d'animé. Parlons maintenant du personnage principal. Saitama. Bah non, Genos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Saitama n'est clairement pas le héros de sa propre histoire. Il arrive toujours au dernier moment pour buter le méchant contre lequel tout le monde galère depuis 1 ou 2 épisodes. Non, clairement, le personnage qu'on va voir le plus, c'est Genos, interprété par Bastien Bourlet. Bastien Bourlet, lui aussi habitué de Timeline Factory, a interprété entre autres le personnage de Akito dans la série dérivée de Code Geass, Marcos Garcia, le héros de Terraform Mars, Eren Yeager dans Attack on Titans, ainsi que l'homme masqué dans les dernières itérations en date de Sailor Moon. Genos, c'est clairement LE personnage premier degré de One Punch Man. C'est bien simple, il a l'air de sortir d'un autre animé. On sait pas lequel. Probablement un shonen. En tout cas, c'est le seul à avoir une histoire torturée, des parents morts, de la vengeance, une quête contre un cyborg meurtrier. Tu vas la boucler. Fais-moi juste un résumé en 8 mots avant que je pète les plombs. Ok, d'accord.
Bastien Bourlet est vraiment très bon sur Genos. Non, sans déconner, il est vraiment très bon, surtout dans les échanges avec Saitama. Ces deux personnages sont complètement opposés, et Genos a tendance, en tant qu'apprenti, à noter tout ce que dit et fait Saitama, qui n'est rien d'autre qu'un gros branleur. Donc on a bon nombre d'échanges surréalistes qui fonctionnent parfaitement. Et c'est d'autant plus étonnant qu'ils n'ont pas du tout enregistré ensemble. Mais Bastien Bourlet est également excellent sur les scènes de baston, de discussions solennelles, etc. Bref, les scènes serious business. C'est vraiment le héros sérieux, droit, juste, bon, fiable, honnête. Zut, où est-ce que j'ai mis mon dictionnaire des synonymes? Bref, Bastien Bourlet, c'est quelqu'un qui multiplie avec talent les personnages réussis, et j'espère le voir rapidement progresser dans le milieu. J'aimerais notamment l'entendre sur des films live. Bon, maintenant parlons de Orelsan. Enfin, putain! Ça y est! Depuis le début de l'émission, j'attends que ça! Je suis venu que pour ça! Ça fait trop longtemps qu'il tourne autour du pot! Alors vas-y! Vas-y, maintenant on t'écoute! Dis-nous ce que vaut Orelsan! Franchement, c'est cool. Pour bien parler d'Orelsan, j'aimerais revenir sur les 4 points évoqués en début d'émission. Les 4 points qui font un Star Talent réussi. 1. Est-ce que le choix de la star est judicieux? Bon, on a déjà plus ou moins répondu à la question tout à l'heure. Orelsan a cette image, à travers ses clips, ses chansons et la série Bloqué, d'un chômeur, branleur et glandeur partisan du moindre effort. Ça colle plus ou moins à l'image qu'on a de Saitama, donc c'est oui. 2. Est-ce que la star est motivée? Bon, à ce niveau, c'est de notoriété publique. Orelsan, c'est un grand fan d'anime japonais et de manga, et ça fait un moment qu'il rêvait de faire du doublage. Ouais, enfin c'est bon, ils disent tous ça. Oui, je suis fan des films Disney DreamWorks et jouer dans ce film, c'est un rêve qui devient enfin réalité. Ouais, c'est pas faux, mais là pour le coup, Orelsan, c'est vrai, il est vraiment fan d'anime japonais. Mais tu dis ça parce que tu l'aimes bien. En vrai, qu'est-ce qui te fait croire qu'il est vraiment fan d'anime? Toute sa carrière depuis 10 ans? Orelsan, c'est un trentenaire qui a grandi dans la génération Club Dorothée, au même titre que tout un tas d'autres trentenaires qui opèrent maintenant dans les univers dits geeks. C'est un amoureux du Japon et ça se ressent dans son travail, aussi bien dans les textes de ses chansons, dans ses clips à l'imagerie on ne peut plus explicite, et même dans ses petits rôles ou dans la série Bloqué. J'ai regroupé toutes mes figurines sur une même étagère pour faire de la place pour ses chaussures. Quoi? Tu vas me dire que t'as mis tes Transformers au milieu des Chevaliers d'Or? J'arrive plus à regarder Athéna dans les yeux. Donc sur ce point, c'est oui aussi. 3. Est-ce que la star met son ego de côté? Au même titre qu'il est fan d'animation, Orelsan est également intéressé par le doublage. À travers l'interview qui est dans le DVD, mais également dans les autres interviews qu'il a données sur le sujet, on sent un véritable respect pour le monde du doublage, au point qu'il a gentiment rembarré Léa Salamé dans On n'est pas couché quand elle lui a posé une question vraiment stupide. Est-ce que vous avez déjà dit que vous avez la voix d'Homer Simpson Ah, c'est marrant. La voix française? Ouais, la voix française de Philippe Pétieux. Ouais. Non, on me l'a jamais dit. Et bam! Remonte ton slibard, Lothar. Quoi? C'est une expression. Et ce respect, il le témoigne également dans les interviews. Vu que je m'intéresse beaucoup au manga, je connaissais à peu près ce que c'était le taf de comédien de doublage. Et du coup, je savais que c'était un boulot énorme et que je pouvais pas le faire comme un vrai comédien de doublage. Mais en tout cas, ça me prendrait un peu plus de temps, tu vois. Le premier jour, j'ai été assisté, même si j'ai rien foutu, j'ai été voir Bastien qui doublait Genos. Et là, il m'a mis une pression de malade. C'est-à-dire, lui, il a fait son personnage, déjà, il fait trop bien. Bastien, il a enquillé le truc. Ça veut dire, t'as presque pas besoin de réécouter. Tu dis, ouais, bah, de toute façon, il a tout bien fait, quoi. Et moi, en fait, c'est plus... J'en tente une, en général la première est pas ouf, j'essaye une autre intention, on peaufine, tu vois. Et même là, ça fait 3 jours que je double, y a des trucs que j'ai fait le premier jour, je vais revenir dessus. Je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, ne te braque pas. Même s'il faut refaire la même scène pendant 4 heures, et ben on la refera pendant 4 heures. Même si les mecs dans la salle où Mélanie, qui est la DA, si tu vois qu'elle en a ras-le-bol et tout, et qu'elle commence à dire mais fais-le bien, mais putain, ce qui n'est pas trop arrivé, et bah faut pas se braquer, tu vois. Pour finir, dans les quelques images qu'on voit du plateau, on sent qu'il est vraiment à l'écoute de Mélanie Anne, qui ne demande qu'à apprendre. En fait, il monte vraiment sur quel que soit le prix, mais juste avant, il est pas autant. Ah d'accord. Et même s'il propose quelquefois des trucs de temps en temps, il apparaît plutôt comme un bon élève. Donc sur ce point, c'est aussi un oui. Et enfin 4, est-ce que Orelsan devient Saitama ou est-ce que Saitama devient Orelsan? C'est peut-être le seul point qui pose problème. Comme je l'ai dit, c'est toujours un risque quand on embauche quelqu'un qui a un rôle récurrent dans un personnage du même tonneau. Quand on écoute Saitama au repos, pour ainsi dire, on sent le petit Orelsan derrière sa barre. À 482 yens. Tenez.
J'ai peut-être de la monnaie. J'ai pile 82 yens. Et pour peu que Saitama évoque un sujet à la con, on a carrément l'impression d'être dans un épisode de Bloqué. Eh, tu sais quand les gens rentrent dans un bain, ils disent tous « Ah, t'as remarqué? Je me demande pourquoi c'est « Ah » et pas autre chose en fait. Ils pourraient dire « I » ou bien encore « Oh » ou encore « Ouh », non, tu crois pas? Ah bon. Après, il faut tempérer tout ça, il arrive petit à petit à se corriger, et après quelques épisodes, je dirais qu'il arrive plus ou moins à gérer le truc, malgré quelques petits moments de faiblesse perceptibles. Genos, ça va? Tu vas bien? Oui. Comment ça va? Ça va pas du tout? T'as vu ta coupe? En vrai, c'est assez contradictoire, mais Orelsan est bien meilleur quand son personnage se déchaîne. Justement parce qu'on oublie que c'est Orelsan, parce que c'est quelque chose auquel il ne nous a pas du tout habitués. Je suis un mec qui joue au super-héros. Je refuse de perdre. Je jure de protéger la Terre. Quel qu'en soit le prix! Ces envolées d'énergie sont clairement les passages les plus réussis d'Orelsan. Alors on savait qu'il pouvait gérer ce genre de passage, il nous l'avait déjà montré dans certaines de ses chansons. Écoutez des chanteurs faire la morale, ça me fait chier. Essayer d'écrire des bonnes paroles avant de la prêcher. Mais quand même, c'est dans ces petits moments assez surprenants qu'on découvre véritablement, à travers Orelsan, le côté vénère de Saitama. Ce qui confirme cette vision du doublage partagée par beaucoup de voxophiles, un bon doublage est un doublage qui ne se remarque pas. Tu vas la fermer ta grande gueule! Je m'en cogne complètement de ta maison! Va plutôt te plaindre à la météorite du con! Écoutez-moi! Perso, j'ai pas décidé de devenir un super-héros pour me faire lécher le cul par des inconnus. Si je fais ce boulot, c'est uniquement parce que j'en ai envie. Alors haïssez-moi tous si ça vous fait plaisir, bande de chauves! C'est toi le plus chauve de tous. Répète encore! Alors au final, la question à 100 000 €, le Super Banco, peut-on regarder One Punch Man en VF? Ouais, clairement, vous pouvez taper dedans, c'est du bon. Faisons une petite synthèse. L'adaptation est très bonne, avec d'excellentes répliques, une vulgarité bien dosée, une inventivité incontestable et des références en veux-tu en voilà. Les comédiens sont bien choisis, il y a des rôles vraiment collector, genre Batman, Croc d'Argent ou Tatsumaki. Bastien Bourlet est très bon en Genos, et Orelsan, bah ça passe bien de manière générale. C'est quand même un bilan plutôt positif. Et si Saitama avait été doublé par quelqu'un d'autre, personne n'aurait gueulé sur internet. Et la VF aurait été accueillie à bras ouverts. Alors je vais terminer une bonne fois pour toutes avec le Star Talent. Oui, c'est dommage d'engager des gens qui n'ont pas une formation de comédien. Oui, ça prive de rôle des comédiens plus expérimentés. Oui, ça a parfois tendance à dévaloriser et à tirer vers le bas le doublage. Et oui, les cachets touchés sont parfois indécents. Mais les gars, à un moment il va falloir être lucide. Le Star Talent, il va falloir apprendre à vivre avec. Le Star Talent, c'est le produit du système médiatique français en place depuis 30 ans. Et tant qu'on n'aura pas changé en profondeur ce système médiatique, il n'y a aucune raison que ça change. On a cru à un moment qu'Internet pourrait changer la donne, se placer en contre-média et rendre aux comédiens expérimentés la lumière qu'ils méritent. Mais vu qu'aujourd'hui on invite des vidéastes sur les plateaux et que les stars qui doublent sont plus mises en avant sur les chaînes YouTube qu'à la télé, il faut se faire une raison, ça va pas changer de sitôt. Alors plutôt que de gueuler H24, de s'indigner avec force sur Facebook et sur les forums, et de faire la gueule, tout ça sans résultat, est-ce qu'on pourrait pas juste dire quand c'est bien, et dire quand c'est raté, et les guider au mieux pour limiter les dégâts le plus possible? Parce qu'au final, c'est ça le but du doublage, non? Rendre justice à la VO. Alors plutôt que de se foutre sur la gueule en permanence et en vain, est-ce qu'on pourrait pas juste travailler main dans la main? One Punch Man est justement la preuve que même avec une star au casting qui n'a jamais fait de doublage, si l'équipe assure derrière et si le comédien est bien choisi, motivé et guidé, ça peut marcher. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à commenter. Il n'y a que comme ça que l'émission se fera connaître. Si vous aimez mon t-shirt, il est disponible chez Tostadora, qui va être mon partenaire t-shirt pendant les prochaines émissions. Donc à l'avenir, si le t-shirt que je porte dans Parlons VF, vous le trouvez cool, eh ben il y aura un lien dans la description pour l'acheter. Tout simplement. Si vous avez envie de soutenir l'émission, n'hésitez pas à checker ma page Tipeee, j'y mets régulièrement des contreparties assez cool. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, et d'ici là n'oubliez pas que le doublage c'est comme un buffet gratuit. Si c'est bon, pourquoi se priver? Hein? Allez, salut. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne